Héloïse, donc, merci d'être là. Je rappelle le cadre de ces auditions que l'on mène dans la France Insoumise. On appelle ça la commission d'enquête, c'est un peu en off, mais ça a été pour tout de suite réagir et ne pas attendre, d'avoir un regard, une réflexion, une analyse sur la gestion de cette crise, ses répercussions, et aussi préparer en même temps l'après-crise, hein, voilà, avoir les éléments de l'après-crise. Donc, moi, pour dérouler, il y a 4 grandes questions. C'est vraiment un cadre, hein. Après, vous pouvez effectivement naviguer à l'intérieur de ces questions pour dire ce que vous avez à dire, hein. Voilà. C'est bon pour vous? Oui, nickel. OK. J'ai préparé Donc, quelques pistes. OK. Pour introduire un peu, je vais rappeler, rapidement l'historique et dès le 13 mars que globalement, Blanquer disait ne pas vouloir fermer les établissements scolaires, qu'il y avait pas la nécessité, et que ça n'allait pas être prévu. Surtout qu'on venait, tout juste de rentrer des vacances, donc on venait de recommencer une nouvelle période et cependant, seulement quelques jours après, lors de son allocution, le président de la République annonce que, les écoles sont, fermées. Donc premièrement, ça commence dans un comment dire? Dans un flou, par rapport à est-ce qu'effectivement il fallait fermer les écoles ou non? Comment ça allait se passer? Et donc on voit très bien par, ce flou dans les décisions, que globalement l'éducation nationale n'était pas prête à assurer une continuité pédagogique, pardon, directement après, parce que, ben, eux-mêmes ne savaient pas que, globalement les écoles allaient être fermées ou en tout cas n'y étaient pas préparés. Mmh mh. Donc on a rapidement, vu les premiers problèmes arriver, notamment en termes de continuité pédagogique sur tout ce qui était, comment dire? La fonctionnalité, des ENT, de la plateforme du CNED et autres pour recevoir les cours en ligne. Où globalement, avant même que les établissements soient fermés, les ENT étaient déjà surchargés parce que les élèves cherchaient à avoir de l'information auprès de leurs professeurs et donc bah, dès le lundi, aucun ENT ne fonctionnait. En plus, souvent, les ENT sont par région, donc il y avait des régions entières où les ENT n'étaient plus, en fonction et on a mis quasiment 1 à 2 semaines à réguler tout ça et à faire que, bah, les ENT refonctionnent, que, la plateforme du CNED soit accessible et donc ENT, ça veut dire quoi, pardon? c'est les espaces numériques de travail Merci. et c'est la plateforme où les élèves peuvent, consulter leurs notes, où ils peuvent avoir une messagerie, par email avec leurs professeurs, enfin là où ils sont censés avoir les informations quand ils ne sont pas à l'école. Mmh mh. Et donc tout ça, bah, globalement ne fonctionnait pas. Hem et après pour une analyse un petit peu plus politique, la problématique qu'on a aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, les serveurs du CNED, pardon, sont hébergés par Amazon. Ce qui pose aussi des questions, bah, de GAFA et de effectivement, comment à l'heure actuelle, l'État assure cette continuité pédagogique et on voit que, bah, le ministère est pas en capacité à l'heure actuelle d'avoir des serveurs, hébergés, enfin des informaticiens et des serveurs hébergés dans des on va dire des choses hors des GAFA et donc, effectivement des utilisations par les professeurs de plateformes comme, Discord ou d'autres plateformes qui globalement ne répondent pas aux normes, RGPD qui sont fixées par l'Union européenne et qui sont censées, bah, garantir, les données des élèves, des professeurs, enfin toutes ces questions-là. Donc premièrement, une vraie problématique par rapport à ça et le fait que, même si, Jean-Michel Blanquer disait: «Bah, on est prêt et tout va bien se passer», on a mis quand même pas mal de temps à ce que, bah, tout puisse, rentrer dans l'ordre, à ce niveau-là. Hem, voilà et effectivement toute la question de l'accès au numérique aussi qui se pose, où à l'heure actuelle, les chiffres en France sont à peu près de 5 de gens en zone blanche. Après effectivement ça c'est à bouger, mais prendre en compte qu'effectivement il y a des personnes qui sont en zone blanche et donc qui n'ont pas accès à internet, ce qui fait que c'est compliqué, de suivre des cours en ligne quand on n'a pas accès à internet et même des personnes qui sont à la campagne. J'ai vu dans les gens que je connais, des gens qui se retrouvaient à devoir, alors qu'ils habitaient à la campagne, se retrouver à faire des visioconf, pour leurs cours en plein milieu d'un champ parce qu'ils devaient aller au bout du chemin pour avoir du réseau. Enfin, globalement, il y a des personnes qui, même si techniquement elles ont accès au réseau et à un ordinateur, ça ne suffit pas, pour avoir un cours. Donc toutes ces questions-là. Mmh. Hem et pour resituer un peu, la suite de mon propos, on a lancé il y a 1 semaine, une consultation en ligne avec un petit questionnaire sur comment les gens vivaient leur confinement, où on a, en, bah, 4-5 jours là, plus de 400 réponses déjà, ce qui est quand même
plutôt pas mal et on arrive à avoir un minimum de représentativité. C'est absolument pas parfait, hein, sur l'ensemble des lycéens et lycéennes, mais on arrive à avoir un certain nombre de départements, des situations un peu, autant à la campagne qu'à la ville, enfin, donc quelque chose Mmh. de représentatif, selon nous. Et donc de fait, on a très peu de gens qui répondent qu'ils n'ont pas d'ordinateur sur le questionnaire. Mais pour Ouais, répondre au questionnaire, il faut déjà soit avoir un ordinateur, soit ouais. avoir du réseau internet, donc c'est un peu faussé. Mais en tout cas, dans les personnes qui ont un ordinateur, on voit que 25 enfin pour 25 des gens, il est familial. Ce qui veut dire que c'est pas leur ordinateur personnel, mais que c'est un ordinateur qu'ils partagent potentiellement avec leur famille, avec leurs frères et sœurs. Et donc, la question de, l'école à la maison pose aussi la question de effectivement, il faut accès à un ordinateur, mais il faut aussi que l'ordinateur soit globalement disponible. Parce que, si, papa ou maman est en télétravail, si on a des frères et sœurs qui sont également à la classe à la maison, de fait, bah, l'ordinateur est pas non plus disponible tout le temps, surtout quand, les visioconférences sont à des heures données, un jour précis, c'est plus compliqué. Mmh. Hem, de pardon. Voilà, donc 25 qui ont un ordinateur familial et on voit qu'en plus, dans les chiffres qu'on a, il y a à peu près 78 des gens qui sont confinés avec leurs frères et sœurs. Donc 78 des gens qui ont des frères et sœurs et qui sont confinés avec. Ce qui fait qu'effectivement, en plus du fait que, parfois, les frères et sœurs ont besoin de l'ordinateur pour travailler, on se retrouve Mmh. aussi avec beaucoup de lycéens ou lycéennes qui doivent tout simplement garder ou faire classe à leurs frères et sœurs plus jeunes. Surtout quand ils Mmh. sont en maternelle ou en primaire, on a des lycéens qui se retrouvent à un peu aider les frères et sœurs ou, en tout cas à devoir les Mmh. garder aussi si les parents sont en télétravail. Donc toutes ces questions-là qui se Mmh. posent. D'accord. Ah d'accord. Hem, Ou globalement aussi, on a rapidement vu au bout d'un mois, les frères et sœurs comme les parents avaient beaucoup de difficultés à garder les enfants en maternelle. Parce que c'est plus Ouais. compliqué de les occuper quand même que, des lycéens qui peuvent regarder des séries et donc effectivement, il y a aussi toute cette question, de la famille qui rentre en compte. Mmh. Hem La problématique suivante est la question de, le suivi, que ça soit par l'établissement ou par les professeurs des élèves, et un peu leur ressenti par rapport à cette situation et globalement dans les chiffres, on voit qu'il y a 14 des gens, qui répondent qu'ils ne sont pas suffisamment suivis et épaulés par leurs professeurs et qui se sentent perdus dans cette situation. Mmh Donc mh, on a mmh. réellement une question du lien entre les professeurs et les élèves, et 14 des élèves, ça reste quand même beaucoup. Mmh mh. Hem, Après, il y a aussi la question du lien avec le lycée, mais le lien avec le lycée est quand même moins important s'il y a le lien avec, les professeurs. Mmh. Donc toutes ces questions-là et donc, en parallèle de ça, on a la question de la charge de travail qui était posée. Mmh. Et globalement quand même par rapport à ce qu'on on s'attendait à ça, mais c'est très, très, diverse et il y avait 4 propositions de réponses entre, il y a pas du tout, de travail, il y a assez de travail, il y a un peu trop mais ça va et il y a beaucoup trop et on se Mmh retrouve mh. avec quasiment la même réponse pour chaque, enfin le même pourcentage pour chaque réponse. Ce qui montre que c'est très inégalitaire, à la fois en fonction des professeurs qu'on peut avoir, des établissements. Donc vraiment la charge de travail est vécue de manière très différente en fonction des gens, ce qui peut aussi être dû à, leur niveau. S'ils sont en seconde, première ou terminale, on va pas tout à fait leur demander la même charge de travail. Mais en tout cas, on a quasiment 28 qui disent qu'il y a trop de charge de travail, qu'elle est trop lourde, et qu'ils n'arrivent pas à suivre le rythme, Mmh et mh. en parallèle 12 qui disent qu'il y a globalement pas de charge de travail. Donc ça Mmh. montre que c'est très inégalitaire et on Mmh. a même, quasiment 10 à 15 des gens qui disent ne pas avoir de cours en visioconférence. Donc pas forcément ils en ont jamais eu, mais en tout cas, ils en ont eu un ou 2 depuis le début et ils considèrent pas que, ça soit réellement, des cours, et un suivi régulier. Mmh. Ce qui fait qu'on se retrouve, avec 61 des lycéens et lycéennes qui répondent qu'ils n'ont pas réussi à garder un rythme de travail adapté. Et donc c'est quand même beaucoup, 60 des lycéens qui, considèrent que, globalement ils tiennent pas le rythme. Alors ça veut pas dire qu'il y a 60 des lycéens qui décrochent, Oui, loin de oui, là et encore heureux. oui. Mais en tout cas, il y a une vraie problématique dans le rythme de travail et comment on arrive, bah, à la maison à continuer à travailler, que ça soit quand on n'a pas assez de travail ou quand on en a trop et que, globalement c'est compliqué. Mmh. Ce qui pose la question vraiment des examens, et de quand on a, 60 des gens qui n'arrivent pas à garder le rythme, comment on peut avoir un examen à la fin, qui continue à prendre en compte toutes ces études,
Et notamment, que ça soit les personnes qui ont pas suffisamment de travail, et qui, pas décrochent, mais en tout cas pourraient décrocher ou en tout cas vont avoir des grosses lacunes, qu'il va falloir rattraper après, ou les personnes qui se sont retrouvées surchargées de travail pendant, 1 mois et demi. Ça pose la question de comment on assure un troisième trimestre, qui prenne en compte, les connaissances des élèves avec des évaluations, tout ça qui soit pris en compte dans le bac à la fin. Donc Mmh. la vraie question de tout ça. Mmh. Et donc par rapport à ça, Jean-Michel Blanquer a commencé à faire des annonces sur le bac, ça doit faire maintenant 2 semaines. Oui, Hem ouais, ouais. Et déjà dès le début, c'était très compliqué pour nous parce que, bon, déjà on n'est absolument pas favorable au contrôle continu, Mmh. pour, la question des inégalités que ça pose, selon nous, que ça soit entre les établissements ou autres, parce que globalement, on sait que d'un professeur à l'autre, on n'aura pas la même note pour un même devoir, Mmh. qu'on nous demande pas non plus le même niveau d'exigence en fonction de Mmh. l'établissement où on vient, donc toutes ces questions-là. Et en plus de ça, Jean-Michel Blanquer pose, des choses comme une obligation d'assiduité, jusqu'au 4 juillet pour les élèves, avec prise en compte de cette assiduité dans l'évaluation du dossier de l'élève pour l'obtention du baccalauréat sur le contrôle continu. Mmh Donc mh. tout un certain nombre de choses, comme l'assiduité d'ailleurs, Mmh. qui posent une réelle problématique, au retour du confinement, et de savoir comment on fait pour que les élèves au retour du confinement arrivent à être assidus jusqu'au 4 juillet, quelle que soit la situation dans laquelle ils ont pu être pendant le confinement, et ce qui se passe, dans leur vie en ce moment. Mmh. Hem, Par rapport à ça, il y a notamment la question de la précarité qu'on s'est posée. Mmh. Hem Et globalement, on a posé 2 questions, pour essayer de relever le maximum de choses possibles. Premièrement, une question sur l'emploi, où on parle très souvent de l'emploi étudiant, dans la vie politique, mais on parle peu ou en tout cas on méconnaît, la question de l'emploi chez les lycéens et lycéennes, ce qui arrive quand même, Mmh. pour subvenir aux besoins de la famille ou s'ils vivent tout Mmh. seuls ou autres. Et Mmh. on se retrouve avec 7 des lycéens qui continuent à travailler pendant cette période. Ah oui, Donc ce qui est quand même plutôt beaucoup. Et bah oui. après, ça peut être autant du Uber Eats, que, d'autres, métiers, vu que Mmh mh. globalement souvent, les lycéens et lycéennes qui travaillent, c'est soit dans des fast-food, enfin comme McDonald's, Ouais. soit dans des plateformes comme, Uber Eats, globalement, qui est ce qui est le plus facile quand même pour avoir un emploi, à l'heure actuelle quand on n'a pas de diplôme malheureusement. Surtout avec les horaires, que ça représente en dehors des cours. Mmh. Et donc on a 7 qui continuent de travailler en cette période, mais on a quand même, des chiffres qui montrent que globalement, il y a que 70 des lycéens et lycéennes qui ne travaillent pas, ou en tout cas qui ne disent ne pas travailler. Ce qui fait quand même 30 des gens qui soit continuent à travailler en cette période, soit qui disent travailler plutôt régulièrement en dehors du confinement, mais qui malheureusement ne peuvent pas travailler en cette période, ou des gens qui travaillent parfois, ce qui est plutôt du travail de babysitting ou autre qui souvent Mmh. est plutôt en complément, pour faire de l'argent de poche et pas, dû à une précarité de la famille où ils vivent, mais qui montre quand même qu'à l'heure actuelle, ça existe et c'est des problématiques à prendre en compte. Mmh. Notamment, on a des situations d'élèves qui disent, très clairement qu'à la sortie du confinement, ils pourront pas retourner en cours parce qu'ils auront perdu 1 mois et demi de travail et qu'ils vont devoir travailler, voire, plus que d'habitude, pour pouvoir, que ça soit subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille, au moment du retour, à l'école. Mmh. Et la deuxième question qu'on a posée, ou alors je suis pas certaine de la représentativité de mon résultat, c'était une question sur la nourriture et sur est-ce que les lycéens ou lycéennes, considéraient qu'ils mangeaient à leur faim en ce moment? Et on a quand même 9 des gens qui disent ne pas manger à leur faim. Heu, alors c'est à peu près moitié-moitié entre ceux qui, habituellement ne mangent déjà pas à leur faim, selon eux, et ceux qui d'habitude mangent à leur faim, mais où c'est plus compliqué en cette période de confinement. Mmh. Mais ça montre quand même pas mal de soucis, et notamment une des réponses, en tout cas une des questions qui soulève par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de familles ou en tout cas beaucoup de autant à tous les niveaux, que ça soit lycée, école ou maternelle, qui profitent de la cantine et des enfin pas profiter, dans le mauvais sens du terme, mais qui, bénéficient à la cantine de tarifs si réduits, au vu de leur situation familiale que, ça permet aux enfants de manger et de manger à leur faim à la cantine, Mmh. régulièrement. Parfois, potentiellement le seul repas de la journée, mais en tout cas de manger à la cantine, et les services de cantine étant fermés.
à l'heure actuelle, les familles ont encore plus de mal à nourrir leurs enfants, en plus d'eux-mêmes. Enfin, donc il y a une vraie question aussi sociale autour de cette question-là, où la cantine, d'habitude, a aussi ce rôle-là de pouvoir permettre de manger à sa faim, que ça soit dans des collectivités où les tarifs sont très très réduits, notamment dans les écoles où on peut avoir jusqu'à des repas à 50 centimes par jour, donc c'est quand même très, très faible, ou pour les personnes en situation de précarité, ou parfois, quand il y a des impayés trop nombreux ou autres, le lycée j'ai alors perdu le nom. Enfin, il y a des fonds propres au lycée sur les questions sociales, vers le fonds social quelque chose, Oui, oui, qui permet oui, de oui, pouvoir payer les factures, oui, oui. notamment de cantine, à la place des familles si jamais il y a des difficultés, et qui permet aussi notamment de compenser cette chose-là. Donc aussi une question tout simplement de précarité en dehors, du purement éducatif. Oui, oui, tout à fait. Le dit fonds social, je m'en Oui, le fonds souviens, social. qui a été diminué d'ailleurs, Oui. qui a été diminué sur le budget de l'État, parce que paraît-il, il ne trouvait pas à l'utiliser. Bon, enfin ça c'est encore autre chose. Bon. Pour avoir été élue en conseil d'administration dans mon lycée, globalement, ça dépend vraiment aussi de la politique du proviseur et du Mhm, chef d'établissement, parce que souvent on trouve quand même aussi à le réaliser, surtout quand, ça peut être autant pour l'internat et la cantine, ça peut être effectivement quand il y a des voyages scolaires pour permettre à des mhm. personnes, de partir quand même en voyage scolaire, Oui, oui. où je sais que la politique de mon établissement était, si une classe part, il est hors de question qu'un seul élève ne puisse pas partir. Donc Mhm, c'était quand même très souvent qu'il y avait des fonds donnés, et mhm, effectivement ce fonds social est quand même, souvent, rabaissé. mhm. En tout cas, voilà, il a été rabaissé cette année dans le budget. Et l'explication qu'on m'en a donnée, c'est que ça servait à rien de le donner, puisque les proviseurs ou les principaux, ils l'utilisaient pas. Alors bon, il y en a effectivement qui doivent être plus ou moins doués, quoi. Voilà. Je pense que ça D'accord. dépend vraiment de la politique des établissements, sur Ouais, ces ouais, ouais. questions-là. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que je peux passer à la question suivante? Comme Oui, globalement j'ai à peu près, à moins qu'on ait sauf si vous avez des des petites questions. questions. Alexandre, plus précisément sur le numérique qui a été déjà abordé. Oui, sur la question du numérique, j'aimerais revenir avec vous, Héloïse Moreau, sur l'impact notamment des collectivités territoriales au niveau de l'accès au numérique des différents jeunes et des différentes populations étudiantes et élèves. Pour la problématique vraiment des lycéens, si on parle par exemple de l'exemple de la région Île-de-France, qui est un exemple assez d'actualité, la région Île-de-France, dirigée actuellement par Valérie Pécresse, avait annoncé dès 2019, la rentrée 2019, une révolution pédagogique sur les 177 000 lycéens de la région Île-de-France. 140 000 tablettes tactiles, 37 000 ordinateurs portables ont été prêtés gratuitement. Un plan qui a été mis en œuvre par une PME francilienne qui s'appelle UnoY, qui était chargée de doter les lycées d'Île-de-France de tablettes, d'ordinateurs, avec le groupe La Poste qui prendrait en charge la logistique, le déploiement du dispositif ainsi que la maintenance des ordinateurs et des tablettes, sur un budget de 150 millions d'euros sur 3 ans pour accompagner la réforme nationale des programmes scolaires, et cofinancé par le FEDER, qui est le Fonds européen de développement régional. À la rentrée 2019, c'est 50% des lycées franciliens qui ont décidé de passer au tout numérique au niveau des manuels scolaires. Vous, qu'est-ce que vous pensez premièrement de ce type de plan de prêt de tablettes ou d'ordinateurs? Est-ce que vous pensez qu'il y a un applicatif réel pour les réels besoins des lycéens, notamment pour la région Île-de-France, mais ça peut peut-être être transposable sur certains types de régions qui ont fait les mêmes choix technologiques? Donc, première question, est-ce que vous pensez que ces outils, avant même le confinement, ont été des outils qui avaient un intérêt pédagogique et pratique certain pour les lycéens, ou est-ce que c'est plutôt de la com ou quelque chose qui n'est pas forcément efficient? La deuxième question, c'est quid de ces équipements numériques, de ces terminaux numériques en période de confinement? Est-ce que cela a permis aux élèves d'avoir peut-être une fracture numérique moins importante? Et peut-être la dernière question,
j'aurais souhaité avoir votre point de vue sur les fractures numériques au sein des différentes populations lycéennes, que ce soit en Seine-Saint-Denis, où les catégories socio-professionnelles parfois sont relativement précaires, ce qui fait que le foyer est peut-être moins connecté à Internet que d'autres, mais aussi la question du savoir pratiquer numérique. Tous les élèves ne savent pas forcément bien pratiquer un outil numérique, et se posent aussi des questions qui peuvent faire barrière, notamment une barrière de la langue comme les allophones ou des barrières multiples, hein. Voilà, donc il y a 3 questions, excusez-moi. Merci à vous. Non, non, mais pas de souci. Et globalement, ça a quand même, enfin, la plupart de mes arguments et de ce que je vais dire, vous les avez déjà pris dans vos questions. Mais effectivement, il y a la question des régions qui prêtent du matériel informatique, ce qui arrive dans plusieurs régions, je n'arriverai pas à vous les citer. Mais effectivement, en soi, oui, on est plutôt favorable. Effectivement, ça dépend beaucoup comment dire, de la politique menée par la région. Et la problématique aussi, c'est que en fonction de si la région change, enfin si la direction de la région change, on peut se retrouver avec du coup des retours en arrière aussi sur ces questions-là, qui sont pas forcément des solutions qui sont très durables dans le temps en fonction des renouvellements pardon, des régions. Après, en soi, l'intérêt pédagogique, on ne sait pas trop. Enfin, je sais que par exemple, les professeurs sont souvent réticents aussi à l'usage des ordinateurs en classe. Ils préfèrent quand même souvent qu'on écrive à la main nos cours ou autres, notamment pour des questions de concentration, on va dire, des élèves, où c'est plus compliqué quand même de se concentrer si on a un ordinateur sous la main et qu'on peut un peu divaguer plutôt que si on a juste une feuille blanche et qu'on suit notre cours. Donc dans des intérêts pédagogiques, je ne suis pas certaine de l'intérêt de l'ordinateur en classe, à part évidemment pour les personnes qui auraient des accompagnements pour des situations de handicap ou autres et qui nécessiteraient un ordinateur. Après, à la maison, effectivement, ça peut être un outil, notamment en cette période de confinement. Après, en termes de l'idée aussi de passer au tout numérique et l'idée de ne plus avoir forcément des manuels en papier, où globalement, effectivement, on a beau dire que les manuels, c'est lourd ou autre, mais il y a aussi, je pense, des choix régionaux de régions qui ne souhaitaient plus subventionner le prêt des livres et qui préfèrent peut-être enfin, subventionner des ordinateurs que des prêts de livres, parce qu'on a souvent la problématique, nous, des manuels qui sont payés et prêtés par la région, et tout à coup, la région se désinvestit de cette tâche et on se retrouve à ce que les élèves doivent acheter eux-mêmes leur manuel ou avoir des bourses aux livres réalisées par les associations de parents d'élèves pour que les manuels puissent rester quand même au sein des établissements, même si c'est plus la région qui les subventionne. Et je pense qu'il y a effectivement aussi cet intérêt économique de ne plus avoir à subventionner les manuels papier si on passe au tout numérique. Après, globalement, effectivement, l'ordinateur, il y a quand même certaines parties de la population qui en ont déjà, ou des tablettes. Et donc, en soi, payer un ordinateur à tous les lycéens et lycéennes de la région, je pense qu'il y aurait moyen de ne payer qu'à ceux qui en auraient besoin, globalement, à l'heure actuelle. Mais effectivement, les personnes qui en ont besoin n'ont effectivement parfois pas le savoir-faire pour utiliser les ordinateurs, notamment évidemment quand les familles ne parlent pas forcément français et que c'est compliqué pour les familles d'accompagner les élèves, voire pour les élèves eux-mêmes d'utiliser l'outil informatique. Et même si on est censé en faire un minimum normalement en collège et lycée au cours de notre scolarité, c'est quand même parfois très compliqué. Mais aussi, on s'est retrouvé avec certaines régions qui prêtaient des ordinateurs. Mais par contre, si l'ordinateur avait un problème, si la tablette était cassée ou autre, c'était aux familles de payer les frais de réparation ou de s'arranger. Et avec des élèves qui pouvaient quasiment être refusés de cours parce qu'ils n'avaient pas leur manuel, parce que la tablette était cassée et qu'ils n'avaient pas les moyens de la réparer ou autre. Donc effectivement, le prêt de ces outils numériques, pourquoi pas, évidemment, surtout pour les personnes qui en ont besoin. Après, surtout, je pense, enfin, la question reste sur un but pédagogique d'avoir les manuels sur un ordinateur sous la main, même si toutes ces questions-là. Et par contre, effectivement, il faut que les réparations puissent être prises en compte par les collectivités territoriales et pas à la charge de la famille, parce que de fait, on se retrouve avec des élèves qui sont doublement pénalisés par le fait d'avoir une tablette, parce que premièrement, ils n'ont plus leur manuel, et en plus, on leur reproche, et donc ils se retrouvent parfois même exclus de cours. Donc, sur ces questions-là,
voilà. Après, en soi, pendant cette période de confinement, effectivement, ça peut être bénéfique aux personnes qui normalement n'en auraient pas eu. Hem, Même si, je sais pas trop. Globalement, oui. Après, dans tous les cas, ça nécessite toujours quand même une connexion internet, en sachant qu'un abonnement internet peut coûter cher, ou peut ne pas être disponible sur tout le territoire et on voit que globalement, les zones sur le territoire où internet n'est pas disponible, c'est pas non plus anodin et parfois ça révèle de grandes choses, que ça soit sur la campagne, ou même au sein de Saint-Denis pour, y habiter, où parfois on se retrouve avec une zone blanche, en plein milieu de notre maison. Heu, mais donc effectivement, il y a des vraies, problématiques et globalement, à l'heure actuelle, je pense que, l'outil numérique seul n'est pas suffisant, vu que dans tous les cas, il reste à la charge de la famille, que ça soit les réparations, que ça soit l'accès à internet, ou, tout le reste, quoi. Juste une question flash. Tout à l'heure, vous avez dit les régions sont parfois un peu réticentes à financer les livres physiques. Pourquoi? Hem Alors, j'aurais pas de réponse extrêmement précise. Après, je dirais qu'effectivement, ça doit coûter cher à imprimer, surtout le nombre, qu'il en faut. Alors que globalement, à mon sens, éditer un livre en ligne, c'est quand même plus facile d'avoir une application à installer. En plus, globalement, les réformes ayant tendance à se multiplier, les programmes changent très régulièrement. Et on se retrouve du coup avec les régions qui doivent, racheter, les livres à chaque fois qu'il y a une réforme parce que sinon on a des manuels qui ne sont plus, sur les programmes, d'actualité. Donc je pense que c'est surtout sur des questions économiques, notamment liées à la réimpression, à chaque nouvelle, réforme et à chaque changement de programme. Ça, c'est un vrai problème d'ailleurs que ce soit les régions, parce que, enfin, je veux dire, ça participe d'une disparité d'égalité face au territoire. Enfin, d'ailleurs, c'est très bizarre, quoi, hein. Je vois pas l'État pour les livres qui prennent en charge. Mais enfin, bon. Enfin, bon, non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire. Et Non puis mais c'est vrai, oui, ils changent tout le temps les programmes. Bon, enfin bon. Bref. Bon, ouais, 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 tout à fait. Ouais. Mm, mm. Ok, je sais peut-être pas on peut si j'ai passer. répondu Alors, à vous toutes les aviez questions. Ouais. Je comment? sais pas Alors si oui, j'avais répondu à toutes les questions sur le numérique, OK. ouais, Alexandre. Ouais. Non, alors moi, j'ai retenu beaucoup de choses de ce que vous avez dit. J'aimerais revenir, mais peut-être qu'en avançant dans le déroulé des questions, vous y répondrez, sur en fait ce que vous, en tant que syndicat lycéen, vous aimeriez, quelles étaient vos propositions pour le fameux bac. Vous avez dit également il y a eu des résolutions au bout de 2, 3 semaines. Est-ce que c'est bien ce qui a été résolu, c'était le rapport aux outils numériques proposés aux plateformes, etc. Est-ce que c'est bien de ça dont il s'agit? Euh, Peut-être qu'au fur et à mesure des questions suivantes, vous pourrez y répondre. La question suivante était quels sont encore les manquements et puis quelles ont été les difficultés et les solutions, quoi. Voilà. Heu Tout d'abord, par rapport à ma question du problème résolu au bout d'1 à 2 semaines, c'est effectivement l'accessibilité des plateformes numériques. Ou en tout Oui, cas, pour les personnes qui essayaient de se connecter, le fait qu'ils y arrivent finalement, et qu'ils puissent accéder, à leur, messagerie ou autre. Où effectivement, on parle bien du fait que les personnes qui ont accès à internet, accès à un ordinateur, puissent répondre aux questions puissent voir les messages s'il y avait d'envoyés. Après, dans tous les cas, la disparité de la continuité pédagogique fait aussi que, certains élèves n'ont pas eu de nouvelles de leur professeur ou ont eu, le prof qui, en 1 mois et demi leur a envoyé 1 ou 2 PDF, sans, forcément d'explication, où globalement, effectivement, les directives n'étaient pas forcément très claires sur qu'est-ce que sous-entendait la continuité pédagogique et qu'est-ce que ça impliquait. Et ça va de personnes qui font à certains profs qui font des cours 1 fois par semaine pendant 1 heure et demie, en visioconférence pour reprendre des textes, à un professeur qui, 1 fois par mois, envoie un PDF, de cours sans forcément d'explication. Donc c'est effectivement aussi très différent entre, chaque professeur sur la façon dont ils ont, la vision qu'ils ont, du travail à la maison et de ce que ça implique. mm, À la fois, à la fois des élèves qui se retrouvent avec, une multitude de devoirs maison à rendre, à heure fixe, date fixe, sur des thématiques, que des personnes qui ont seulement de la visioconférence, mais qui n'auront pas de devoirs forcément à rendre et c'est plutôt de l'échange avec les professeurs, comme il y aurait un cours, plutôt normal, que effectivement juste des PDF envoyés histoire
continuer à apprendre. Donc effectivement, c'est aussi très disparate de ces questions-là. Donc effectivement, le fait de pouvoir accéder, à la plateforme du CNED ou à son ENT ne résout pas la question de est-ce qu'on a une continuité pédagogique ou non en fonction de la volonté des professeurs. En sachant que j'ai pas vraiment de retour sur des élèves qui se seraient servis de l'outil de ma classe à la maison, sur le CNED, pour consulter des cours ou autre, et que globalement c'est plutôt utiliser ce genre de plateforme pour héberger les visioconférences, mais globalement pas forcément plus, et c'est surtout le travail que donne l'enseignant qu'on a habituellement, qui prime, sur ça. Ah bon, c'est déjà ça. Ça Oui. sauve déjà le métier d'enseignant. Oui, mais enfin, sans vouloir sortir de mon rôle, mais dans tous les cas, il y a la même problématique qui se pose chez les enseignants sur, leur capacité à utiliser un ordinateur, à avoir un ordinateur, à avoir internet, enfin Bien et sûr. toutes ces questions-là. Mmh. Et de devoir, eux-mêmes aussi, faire pas mal de boulot. Bien sûr. Hem, En plus de ça, il y a, alors je ne sais pas si c'est disponible au lycée. Je sais que ma mère qui, enseigne en maternelle là, mais il y a un service de la Poste qui a été mis en place, par l'Éducation nationale qui permet aux professeurs, d'envoyer des sujets, aux personnes qui n'auraient pas d'ordinateur et donc qui rentrent sur un fichier de la Poste l'adresse de la personne et le fichier qui est envoyé en PDF et en gros la Poste l'imprime et l'envoie à la famille. Et par un service de retour, la famille peut renvoyer une réponse à la poste qui est scannée et qui est rendue, à l'enseignant. Ce qui permet de pouvoir continuer à échanger sur des devoirs ou autres. Et en gros, le service de la poste est toujours pas opérationnel, alors que la reprise est censée être dans à peu près 15 jours. Donc il y a aussi une question de réactivité, et de vouloir proposer des services pour pallier la fracture du numérique, c'est bien, mais à l'heure actuelle, on l'attend toujours quasiment. Mmh. Alors que je crois qu'ils ont commencé à l'annoncer il y a à peu près 15 jours en disant qu'il allait être opérationnel et que Mmh. finalement 15 jours plus tard, il y a toujours, rien de concluant qui est fait, et que, les familles sont toujours obligées d'aller chercher, dans l'établissement les documents si jamais c'est fait ou alors de trouver d'autres solutions. Où je sais que, avant que le confinement soit, aussi strict, au départ, il y avait quand même, déjà des élèves qui, passaient chez leurs voisins pour leur amener les devoirs quand, s'ils n'avaient pas internet ou autre. Mais au vu notamment du fait que le confinement était plus strict par la suite, c'est devenu aussi plus compliqué. Et Oui, puis c'est justement. aussi, en soi, juste de l'entraide entre lycéens et pas forcément non plus, des choses qui se sont mis en place partout nationalement sur le territoire pour répondre à ces questions-là. Oui, j'ai envie de rebondir là sur ce que vous dites. Hier, on était avec la FCPE qui disait que des systèmes d'entraide s'étaient vraiment mis en place pour compenser toutes les défaillances du système, c'est-à-dire entre les annonces et puis leur mise en œuvre. Bon, précisément, il y a un tel fossé que parfois les solidarités ont pu se mettre en place, quoi. Est-ce que c'est également vrai? Vous l'avez vu? Vous en avez des remontées en tant entre lycéens? Ou Alors j'ai pas justement, forc le confinement empêche aussi même les solidarités de se faire. J'ai pas forcément de remontée, mais je sais que, des associations comme la FAGE, qui est une association étudiante, a mis en place un service un peu de tutorat et de soutien avec des étudiants qui font cours à des lycéens qui se sont signifiés, comme ayant besoin. Mmh. Hem, ou, tout simplement de l'entraide aussi entre classes, ou autres pour effectivement, pouvoir avancer sur les cours. On est d'accord. Juste pour continuer du coup, effectivement, ça va compléter aussi la question du baccalauréat, mais à l'heure actuelle, on est toujours, effectivement sans réponse, à la fois sur la question du déconfinement pour des questions sanitaires, donc comment les questions sanitaires vont être prises en compte dans le déconfinement et dans le retour à l'école, et toujours aucune nouvelle non plus de comment va réellement se passer le baccalauréat cette année, comme on voit qu'effectivement, certaines des annonces de Blanquer sont déjà, plus vraiment d'actualité. Hem, pour revenir à votre question, ce qu'on demande nous à l'UNL et ce qu'on a demandé depuis, globalement le début, même avant les annonces du contrôle continu, c'est un modèle type mai 68,
où en gros l'idée est de faire passer des oraux aux lycéens et lycéennes sur les connaissances qu'ils ont pu avoir acquis tout au long de l'année, pour bonifier un peu leur moyenne globalement et pouvoir quand même passer une épreuve qui permette de rattraper le contrôle continu pour les personnes qui n'auraient pas le bac sinon, ou pour des personnes qui pourraient avoir une mention en passant un examen écrit comme ça arrive parfois, de quand même pouvoir gagner leur mention, notamment ces mentions qui peuvent être très utiles, que ça soit pour rentrer dans le supérieur dans certaines filières sélectives ou pour obtenir des bourses au mérite pour des personnes en difficulté. Donc quand même une vraie problématique autour de ces questions-là, où à l'heure actuelle, la réponse c'est il y aura un jury d'harmonisation qui regardera le dossier et qui prendra en compte toutes ces problématiques-là. Mais pour nous, c'est quand même bien d'avoir une épreuve et d'avoir quelque chose, surtout quand, globalement, le contrôle continu est annoncé si tard et qu'effectivement, on n'a pas la même façon de faire les choses si on sait dès le début que le contrôle continu compte dans notre bac ou si on le découvre une fois que c'est trop tard. Surtout quand on sait que globalement, les professeurs ont tendance pour l'entraînement à donner des exercices plus durs en cours qu'au moment du baccalauréat, ce qui arrive parfois, ou en tout cas les bacs blancs aussi qui peuvent être pris en compte dans la moyenne alors que c'est une première expérience et que globalement, normalement, les bacs blancs ne devraient pas être pris en compte, ou en tout cas dans une moindre mesure parce que c'est un entraînement. Et donc, qui dit entraînement, ça ne doit pas être comptabilisé comme l'épreuve finale. Donc, effectivement, une vraie question autour du baccalauréat. Et la problématique, effectivement, il y a la problématique du fait que les épreuves en tant que telles ne peuvent pas se tenir à 35 par salle dans des sujets sur toute l'année. Ça, on en a conscience. Or, à l'heure actuelle, le ministère a fait le choix de garder notamment l'oral de première en disant qu'il pouvait se tenir. Donc, si on reste dans cette continuité et cette logique-là, il devrait pouvoir y avoir des oraux pour d'autres filières, que ça soit pour les BTS ou les voies professionnelles à qui on a dit vous n'aurez pas d'oral pour rendre votre rapport de stage et on comptera votre rapport de stage comme dossier, ou que ça soit tout simplement les terminales à qui faire passer d'oraux. En sachant que globalement, faire passer des oraux ne nécessite pas non plus forcément d'avoir des oraux dans toutes les matières. On peut par exemple présumer d'avoir des oraux dans les matières au plus fort coefficient, ou pareil les oraux de langue qui sont annulés pour les terminales, alors que c'est quand même des points qui peuvent être facilement gagnés si on est plutôt bon en langue. Donc toutes ces questions-là. Et effectivement, ça manque surtout de cohérence entre les différentes annonces, que ce soit entre filières ou entre niveaux d'études. Et du coup, par rapport à ce retour de déconfinement, on sait effectivement toujours pas vraiment comment va se passer le bac en fonction de s'il y a assiduité ou non. Surtout quand aujourd'hui l'Élysée annonce que la reprise de l'école se fera sur la base du volontariat. Ah oui. Et que pour être très franche, j'ai contacté le ministère 5 minutes plus tard en leur demandant ce qu'il en résultait et qu'ils m'ont dit: «Je viens de le découvrir en écoutant la radio». Donc il y a une vraie question aussi sur comment sont prises les décisions et la cohérence qu'il y a entre les décisions. Et à l'heure actuelle, c'est encore très flou, parce que Jean-Michel Blanquer disait: «On déconfine progressivement et les gens retournent progressivement à l'école, mais garderont une part de travail à la maison». En sachant que l'idée était que, pendant la fin mai, on continuait petit à petit à faire rentrer des gens sur la base du volontariat ou non, mais qu'à partir de début juin, ça serait obligatoire pour quand même avoir un mois où les gens, seraient obligés d'être assidus, pourraient avoir des devoirs pour leur baccalauréat. Donc il y a besoin d'une vraie cohérence entre les prises de décision, notamment à l'heure actuelle, où on voit que la situation du syndicat lycéen ou même plus globalement des organisations représentatives est très mise à mal en la période et même depuis le début depuis l'arrivée de Jean-Michel Blanquer, où globalement il n'écoute pas vraiment dans les prises de décision les gens qu'il consulte. On découvre à la radio les choix pris par le ministère sans être forcément informé, alors que c'est même pas forcément ces décisions-là qui font l'objet du débat au départ, parce qu'il a été à aucun moment la question d'avoir un retour différencié entre les écoles et entre le lycée, ou ce genre de choses qu'on apprend dans les médias. Et à l'heure actuelle, Jean-Michel Blanquer, c'est presque s'il ne reçoit pas les organisations lycéennes, ou à l'heure actuelle, il consulte rapidement les élus, notamment les élus au CNVL,
mais par des visioconférences où c'est plutôt les élus posent les questions et ils répondent sur ce qu'ils ont prévu de faire que de demander réellement l'avis et ce qu'ils en pensent. Et nous, c'est pareil. Globalement, on nous a demandé des retours pour ce matin, sans même avoir de rencontre ni avec Jean-Michel Blanquer, ni avec quelqu'un du ministère et on nous demande d'envoyer un mail avec nos revendications, alors qu'on sait quasiment que les décisions sont prises ou alors que, on n'est même pas sûr que nos mails soient ouverts. Donc ça pose vraiment des questions, et notamment les questions pédagogiques évidemment du retour à l'école, de l'assiduité et autres, mais aussi les questions sanitaires tout simplement, où on voit que la situation dans les établissements avant le confinement était déjà, assez catastrophique, Mmh. où on a des établissements où il y a pas forcément l'eau potable ou alors parfois l'eau potable ne fonctionne pas, il y a plus d'eau dans il y a plus de point d'eau dans l'établissement, où on a, jusqu'à, 1 500 ou 2 000 élèves dans les mêmes locaux, sans évidemment que ce soit forcément désinfecté régulièrement, parce que, ça fait beaucoup de monde et qu'il y a pas la place, quoi. Les sanitaires qui sont partagés, les chambres d'internat qui sont partagées, donc toutes ces questions sanitaires-là, qui posent grande question. Pareil pour les toilettes où il y a pas de savon comment dire? À disposition des élèves. Donc les gestes barrières en tant que tels ne peuvent pas être respectés Bah oui, dans un établissement à l'heure actuelle, c'est clair. et il faudrait que normalement, tout au long de l'année, on puisse avoir, du papier toilette et du savon dans nos établissements, quoi. À Ce minima, qui est oui. pas toujours le cas. Mmh. Et donc on a fait une certaine liste, de revendications sanitaires qui est plutôt très, très longue, avec la FCPE notamment et qui a servi dans les échanges auprès du ministère, Mmh. qui va de, poser la question des tests et des masques, à poser la question de: «Est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir 1 500 élèves dans le même bâtiment, dans ces conditions-là?» D'avoir des récrés décalés, d'avoir, plutôt les classes qui restent dans la même salle et le professeur qui change de salle pour éviter les trafics, et les flux, humains dans les couloirs. Nombre de revendications, mais à l'heure actuelle, ça reste quand même difficilement envisageable, d'aller mettre des élèves dans un établissement alors qu'on ne sait pas où en est la situation sanitaire, qu'on ne sait pas s'il y aura des masques et que globalement les Mmh. masques posent une grande question aussi, dans les médias et entre les prises de décision du gouvernement en ce moment, où on nous dit un Mmh. jour qu'il faudra en porter obligatoirement, le lendemain on dit non, ce n'est pas obligatoire. Jean-Michel Blanquer dit: «Tous les élèves qui souhaitent en avoir en auront à leur disposition», ce qui sous-entend quand même qu'il y en a un certain nombre en stock, parce que globalement ça m'étonnerait que les gens n'en veuillent pas. Et alors que ce matin même, l'Élysée annonçait que, les, masques seraient obligatoires dans les transports en commun et que globalement, il y a quand même une grande partie des lycéens qui viennent à leur établissement en transport en commun aussi. Donc ce qui pose effectivement des questions, sanitaires. Mmh. Hem, je crois que c'est à tout. Et en plus de cette question sanitaire, en tant que telle, il y a une vraie question autour de la santé mentale des élèves, Ah oui. vu que Ah bon? globalement le confinement, laisse quelques séquelles aussi et va laisser Bien des sûr. séquelles, en fonction d'effectivement, toujours les mêmes questions d'inégalité, mais en fonction de là où on est confiné, la taille de l'appartement, le nombre de personnes qu'il y a dans l'appartement, si Mmh. on a un jardin ou non, si on habite à la campagne ou non. Si on est sorti ou non, que ce soit pour faire des courses ou autre, on n'a pas du tout vécu le confinement de la même manière. Et aussi évidemment, si on a, accès à internet, à des livres à la maison, ça se passe mieux que si on n'a pas internet et qu'on doit garder, ses frères et sœurs. Mmh. Donc il y a une vraie question autour de la santé mentale des élèves et où on demande un vrai accompagnement, psychologique pour les personnes qui en auraient besoin, à la sortie du confinement. Ce que Mmh. Jean-Michel Blanquer, affirme comme, étant réalisable et allant être mis en place. Or globalement, ce qu'on a nous comme constat, et le constat qu'on avait posé, je crois en novembre dernier, après la tentative de suicide, d'une élève dans son établissement en région parisienne, Mmh. c'était que, on a des retours de personnes qui, pour un établissement de 1 500 élèves, ont l'assistante sociale 2 demi-journées par semaine. Mmh mh. Et que globalement, une assistante sociale ou une psychologue de l'éducation nationale ne peut pas avoir 1 500 élèves si elle est présente 2 demi-journées par semaine. Et donc une vraie question, de quel rôle a quelle personne, que ça soit l'infirmier ou l'infirmière scolaire, la psychologue de l'éducation nationale, l'assistante sociale, et qu'il y ait des vrais moyens qui soient mis, autant sur la formation de ces personnels, qui parfois est problématique, mais surtout sur leur nombre,
où globalement, c'est très compliqué à l'heure actuelle, d'avoir accès à ça, autant pour des questions d'orientation que tout simplement de santé, ou de sécurité des élèves qui pourraient être dans des situations, difficiles. Mmh. Notamment, je ne vais pas redonner les chiffres, mais avec, le numéro du 119, je crois, sur Oui. enfance en danger qui a, doublé en cette période de confinement. Donc il y a des réelles problématiques, de violence ou autres et il faut que, les élèves puissent être accompagnés, au retour du confinement, s'ils ont été dans ces situations-là. Vous en avez écho, vous, en tant que syndicat ou pas? Ou vous avez des données ou alors, c'est ce que vous relayez ce que disent aussi les médias où vous avez, des cas aussi? Alors pour le 119, je relaye plus qu'autre chose. D'accord. Enfin, je relaye plus les médias sur les chiffres. Enfin, en tout cas, c'est Mmh. le gouvernement qui a sorti les chiffres. Ouais. Après, j'ai pas forcément de retour, mais notamment sur les cas de violence ou autre. Après, il y a des endroits où ça se passe pas très bien, mais on Mmh. n'a pas forcément non plus les retours aussi. Bien sûr. Après, dans les situations très problématiques, il y a aussi les personnes qui sont en foyer, et les foyers pour mineurs, où on a eu des situations très particulières, où ils sont, 40 à 50 dans le foyer, où ils sont pas forcément dans des chambres individuelles, où les sanitaires et les douches sont communes, où c'était très compliqué, où les personnels, j'ai pas le nom, mais les personnels qui, globalement passent de foyer en foyer n'avaient pas de protection. Donc pendant 3 semaines, ils faisaient le tour des foyers sans avoir de masque ou autre pour se protéger, ce qui mettait Les aussi en conditions d'accès au numérique aussi sont très précaires, oui, c'est ça. parfois dans ce type d'établissement. Mmh Bah, mh. je sais qu'il y a enfin, je parle d'un établissement qui est à Arras, dans le Pas-de-Calais et où, en gros, ils ont une seule pièce dans tout le foyer qui a du wifi, où il doit, je crois, même pas y avoir forcément d'ordinateur dedans, mais où ceux qui ont un ordinateur peuvent aller et où ils se retrouvent effectivement à être plusieurs dans la même salle pour pouvoir travailler en même temps, vu que c'est le seul endroit où il y a du wifi, quoi. En plus du fait que, les repas sont dans des espaces partagés ou autres et que pour des questions sanitaires, ça pose des vraies questions, notamment pour les personnes qui sont, en situation d'immunodéficience, enfin ou qui ont des problématiques et qui pourraient être, plus facilement contaminées et plus facilement développer des stades sévères, et qui pour autant, bah, se retrouvent quand même, dans une, chambre pas forcément tout seuls, dans des douches toujours communes, et dans des situations qui mettent réellement leur vie en danger. Mmh mh, mmh. Ah oui, il y a tout Hem ça. Ouais, donc il y a aussi effectivement des questions, sanitaires autour de ça, Mmh. et c'est aussi la question que pose, le retour à l'école, dans le sens où on ne sait pas si les cantines et les internats vont réouvrir, ce qui serait une bonne chose, notamment pour les personnes qui ont des difficultés financières, mais qu'effectivement ça pose des vraies questions sanitaires, où autant Jean-Michel Blanquer dit que pour les cantines, il pourrait, faire du snacking et avoir des sandwichs à disposition, mais pour les internats, ça semble plus compliqué aussi, de trouver de réelles solutions. Donc à voir aussi dans ces questions-là, mais il y a des vrais enjeux autour de tout ça. Juste pour revenir, ordinateur pour pouvoir valider leurs vœux. Et que évidemment il faut aussi, qu'ils sachent utiliser la plateforme, ce qui n'est pas forcément évident. Donc ils parlent français souvent, pour que, ils comprennent bien ce qu'on leur demande et qu'ils se trompent pas dans le choix des vœux, sachant que, les parents sont pas toujours en capacité d'aider sur ces questions-là. Ou alors que, bah, l'administration qui souvent aide ou alors le professeur principal qui aide sur ces questions-là n'est pas forcément là derrière. Donc toute la question de la validation des vœux, mais aussi de la fiche à venir, parce qu'on s'est retrouvé avec les conseils du deuxième trimestre qui ont eu lieu alors que le confinement, hem, le confinement est pardon.
j'ai retrouvé. Le confinement avait déjà commencé, quand il y a eu les conseils de 2e trimestre et du coup, on s'est retrouvés avec des conseils de classe pour décider des fiches à venir des élèves où, les proviseurs n'ont pas forcément pris la peine d'inviter les représentants de parents et les représentants d'élèves, comme, ils n'avaient plus le droit normalement d'accéder à l'établissement et que seuls les professeurs étaient autorisés et que plutôt que d'organiser des visioconférences, ce qui avait été, proposé par le ministère, on s'est retrouvé avec des conseils de classe qui sont tenus avec seulement, le proviseur et les profs, voire seulement dans certains établissements, le proviseur et le prof principal. Ce qui pose une réelle question sur, ce qu'on met dans la fiche à venir derrière, en quoi, à quoi servent les délégués de parents et les délégués d'élèves qui sont aussi là pour, pouvoir défendre s'il y a des problématiques ou relater des problèmes et qui n'ont de fait pas pu assister. Bah oui. Donc toutes ces questions de, la légitimité de la fiche à venir et autres, heu, de, heu, de faire remonter aussi les bulletins dans la plateforme, ce qui veut dire que globalement, il fallait que le secrétariat des établissements, bosse pendant le confinement pour, la plateforme Parcoursup alors qu'on aurait pu aussi décaler. Enfin donc toutes ces questions-là, et au final, la plus grosse problématique aussi, c'est qu'on sait toujours pas quand les résultats vont finir par tomber, sachant que normalement il y a des commissions dans les universités qui traitent les dossiers et que les universités étant fermées, on ne sait pas qui traite les dossiers. On ne sait pas s'il va y avoir on ne sait pas s'il y a eu un traitement, enfin, comment dire? Si les gens ont pu le faire en télétravail et si donc en télétravail, ils ont pu un petit peu regarder ou si le sort des élèves va relever uniquement des algorithmes en partant du principe qu'il n'y a pas pu y avoir de traitement, manuel, humain. Donc toutes ces questions-là qui sont à l'heure actuelle toujours pas tranchées, on ne sait toujours pas comment dans les faits ça se déroule, dans les facultés. Et en plus de ça, effectivement, savoir quand les gens, auront leurs résultats et surtout, pour les personnes qui n'auraient pas leur bac, en juin et qui auraient moins de 8 et qui donc ne seraient pas admissibles au rattrapage, la grande question, c'est que, Jean-Michel Blanquer a dit que pour les personnes qui seraient autorisées sur dossier, elles pourraient passer une session en septembre. Et il y a une réelle question sur est-ce que les personnes qui passeront leur bac en septembre, on leur gardera leurs vœux et est-ce qu'ils pourront avoir, une affectation à l'université en septembre? Ou est-ce qu'ils vont devoir attendre 1 an? Parce que, normalement, la plateforme Parcoursup est censée être finie, en septembre. Normalement, à partir du moment où on n'a pas notre bac, on est rayé de la plateforme globalement. Donc une vraie question de est-ce que leurs vœux seront confirmés? Est-ce qu'ils auront bien une possibilité d'entrer à la faculté en septembre? Sachant que le temps qu'ils passent leur bac, qu'il y ait les résultats, on se retrouve déjà, entre mi-septembre et fin septembre. Les facs ayant pour la plupart déjà ouvertes et les cours déjà repris. Donc aussi le fait que les gens prennent du retard, mais surtout que, si on a nos résultats de bac et notre affectation mi-septembre, ça veut dire que si on change de ville, il faut trouver un appartement, et faire toutes les démarches en septembre. Or, on sait que globalement, il y a 2 ans, quand on avait eu des problèmes avec Parcoursup, les gens qui avaient leur affectation fin août, trouvaient déjà plus de résidence en crous, avaient déjà des difficultés, pour trouver des logements. Donc une vraie question aussi sociale, de savoir où est-ce que ces personnes vont se retrouver, est-ce qu'on va, leur enlever leurs vœux et s'ils ont leur bac en septembre, on essaiera de leur trouver des places là où ils restent dans les facs? Est-ce qu'ils auront quand même des vœux qui correspondent à ce qu'ils ont demandé? Et qu'on enfin, dans quelle mesure ils pourront trouver un appartement ou un logement à ce moment-là? Ça me permet juste de rebondir 2 secondes, Héloïse Moreau. Sur l'aspect Parcoursup, c'est très intéressant. Parcoursup est un ensemble d'éléments codés qui repose sur l'algorithme de Gail Shapley, en fait, qui agit en tour par tour, qui redistribue en tour par tour. Et c'est vrai que la façon dont l'algorithme de Gail Shapley a été appliqué à Parcoursup pour essayer d'éviter des situations de jalousie justifiées, enfin, ce qu'on appelle comme ça en mathématiques, fait qu'effectivement les procédures d'appariement, c'est-à-dire la phase pour trouver un candidat et sa formation, etc., sont extrêmement ralenties et posent de gros problèmes, comme vous l'avez souligné, Loïse Moreau, sur la problématique du logement, de la mobilité, du déménagement, etc. La procédure de classement par les formations elles-mêmes
se base sur de la sélection locale. Et la façon dont l'algorithme a été construit de Gaël Chaplet dans le cadre de Parcoursup donne l'avantage d'abord aux formations plutôt qu'aux desiderata finalement des élèves candidats. Moi, ma question derrière, parce que APB, c'était à peu près le même algorithme, hein, sauf qu'il a été un petit peu modifié à la marge sur quelques trucs, mais ça reste l'algorithme de Gaël Chaplet. Quelle est la position de l'UNL sur les procédures d'appariement et de classement par les formations à l'aide, en tout cas la procédure d'appariement par des algorithmes qui sont la première phase où l'algorithme est seul à maîtriser cette phase-là et l'humain rentre en compte dans les procédures de classement par les formations elles-mêmes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous estimez que c'est un facteur qui peut quand même accélérer l'appariement, ou est-ce que vous pensez qu'on doit revenir sur un système vraiment manuel, dossier, etc. Voilà, c'était ma question par rapport à ça. Bah, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs choses. Déjà, d'où vient la problématique de devoir classer les gens pour avoir une affectation, qui est à notre sens un manque de place dans l'enseignement supérieur, parce que selon nous, tout le monde devrait aller dans l'enseignement supérieur. Donc la première réponse la plus utopique que je puisse vous faire, ça serait qu'on investisse massivement dans l'enseignement supérieur et qu'on ouvre des places pour que tout le monde puisse aller à la fac. Et sinon, en partant du principe qu'il n'y a pas assez de place, chose qu'il y avait dans l'APB et qu'il n'y a pas dans Parcoursup et qui, selon moi, règle aussi un certain nombre de questions, était le classement des vœux par l'élève. Parce que dans APB, on choisissait vœu 1, vœu 2, vœu 3, vœu 4, et si on avait notre vœu 1, c'était bon pour nous, on avait une orientation, tout était bon. Et donc, ça diminuait le nombre de personnes candidates sur chaque vœu, vu que à partir du moment où on avait notre vœu 1, on libérait d'office toutes les places dans les vœux suivants. Or, avec Parcoursup, on se retrouve avec plus d'une dizaine de vœux, si on s'en si on les fait tous, classés à armes égales, et qui donc parfois sont, et où parfois on garde donc les 10 vœux, en tout cas pour un certain temps, et donc ça ralentit quand même la procédure, vu qu'il faut attendre d'en avoir supprimé pour libérer les places, alors qu'avec APB, à partir du moment où on avait notre premier vœu, on libérait les places sur tout le reste d'office. Après, la problématique qu'il y a, à mon sens, dans Parcoursup, c'est aussi qu'il n'y a pas seulement la prise en compte des notes, qui pourrait, en soi, le fait de prendre les notes pour certaines filières et autres, pourquoi pas, même si c'est vraiment pas l'idéal et que tout le monde devrait à la faculté. Mais toute la question des fiches à venir, du fait que l'établissement d'origine soit apparent pour l'université, qui fait que franchement, ça n'avantage pas certains établissements. Le fait qu'il y ait un classement au sein de la classe, enfin, le classement de l'élève au sein de la classe, toutes ces questions-là fait que ça renforce effectivement la sélection qui pourrait normalement être faite aussi seulement sur la base des notes, et qui en plus de ça, en plus de ça, on demande un CV. Où globalement, c'est rare qu'à 18 ans, on ait grand-chose à mettre sur un CV, ou en tout cas, c'est aussi en fonction du McDonald's. milieu. De quoi? McDonald's. Mais c'est aussi en Uber, fonction. comme vous disiez tout à l'heure. Non, mais c'est ça. Mais ce qu'il y a, c'est que notre CV, ou en tout cas ce qu'on peut mettre dans un CV, que ça soit des engagements associatifs ou un travail si on a travaillé, ça dépend aussi beaucoup de notre milieu social. Parce que globalement, si on a fait un séjour à l'étranger ou si on travaille à McDo, on vient pas forcément du même milieu social. Et combiné à ce CV, on a la fameuse lettre de motivation, où globalement, les lycéens ne sont pas formés à écrire une lettre de motivation, et on se retrouve avec des sociétés privées qui vendent des lettres de motivation super bien en ligne, où il y a les bons mots pour que les bons algorithmes nous choisissent, et où on se retrouve avec des lettres de motivation à 50 € en ligne. Chose qui est vraiment pas des moyens de tout le monde. Donc effectivement, la question de Parcoursup, elle pose une vraie question de sélection sociale, que ça soit par l'établissement dont on vient, notre CV, qu'est-ce qu'on a pu faire, ou même avec leurs fameux algorithmes et les attendus locaux,
le fait d'avoir certains diplômes ou en tout cas, par exemple le BAFA pour pouvoir aller en STAPS, le fait d'avoir fait des séjours à l'étranger ou ces questions-là, qui sont aussi des questions d'ordre social. Où à l'heure actuelle, selon nous, tout le monde devrait pouvoir accéder au supérieur, notamment, les classes populaires ou les classes moins favorisées pour, notamment des questions, d'essayer d'endiguer aussi la reproduction sociale et que tout le monde devrait pouvoir aller dans le supérieur. Même effectivement, toute la question des voies professionnelles et de l'accessibilité du supérieur pour les voies professionnelles, où, à l'heure actuelle, normalement, ils sont censés pouvoir aller en BTS et encore, souvent les voies générales ont tendance à aussi manger un peu, des places de BTS, qui fait qu'il y en a moins pour la voie professionnelle et en plus de ça, c'est très compliqué pour, cette voie-là, d'accéder dans le supérieur ou alors on a le fameux WiSi, de Parcoursup et où on se retrouve donc avec des licences en 4 ans au lieu de 3 qui sont de fait, moins bien vues entre guillemets qu'une licence en 3 ans et qui donc, a moins de valeur entre guillemets à la sortie du supérieur. Si ça peut répondre à la question sur Parcoursup. Bien C'est sûr. ça. Mais et pour quand même tirer de cette crise, un peu pour et garder des choses intéressantes, parce que tous les manquements de l'État, des services, etc., du fait de l'impréparation et puis du fait aussi de la logique qui prévaut, c'est-à-dire à tout prix, faire à tout prix, etc. Quelle que soit la situation, il faudrait que tout soit comme avant, alors que donc on ne peut pas faire comme si c'était par avant, même si par avant c'était déjà pas terrible, mais enfin bon, ça c'est encore autre chose. Mais la situation peut permettre de, a-t-elle pu permettre, une question en fait, a-t-elle pu permettre de dégager des choses intéressantes, des perspectives à retenir, on va dire, pour l'école de demain? Effectivement, la question de passer à une école toute numérique est absolument pas ce que l'on veut, évidemment. Mais par contre, effectivement, je pense qu'il faut qu'on retire des questions du numérique, en cette période, que ça soit pour une question, sociale ou une question pédagogique d'ailleurs. Mais effectivement, que ça soit la question du prêt d'ordinateur pour les personnes qui n'auraient pas les moyens d'en acheter, sans effectivement, trouver une solution forcément à la question d'internet, même si, en plus du coût d'internet, c'est aussi tout simplement le fait que ça soit possible d'en avoir sur tout le territoire notamment. Après en termes d'école en tant que telle, ça mène quand même à trouver des vraies, solutions sur les questions d'hygiène et de questions sanitaires au sein des établissements, Mhm. qu'on soit en période de crise ou non. Bien Parce sûr. que c'est pas normal qu'en 2019, on se retrouve encore à batailler pour avoir du papier toilette dans nos établissements ou à avoir du savon, à disposition. Les questions sociales que j'ai posées sur les questions de santé mentale, où effectivement, il faut absolument qu'il y ait un suivi psychologique qui soit fait, après, le confinement, mais que ce suivi devrait être là, à peu près toujours, notamment dans les problématiques qui ressortent pas mal ces derniers temps, à savoir les questions de harcèlement scolaire, où Mhm. globalement, si on avait des personnels formés dans les établissements pour suivre les Mhm. élèves, ça serait plus simple, mais aussi de phobie scolaire, qui est un peu différent et où, certains élèves effectivement décrochent ou sont atteints de phobie scolaire et qu'à l'heure actuelle, c'est pas reconnu, vraiment par, l'État et par le ministère et qu'il y a rien qui est fait pour ces jeunes-là. Alors même que, le nombre d'élèves souffrant de phobie scolaire ne fait qu'augmenter, surtout au vu des réformes Blanquer et au vu de la pression que ça instaure chez les élèves et on a Mhm. eu plus d'élèves encore, qui développaient des cas de phobie scolaire ou qui, devenaient décrocheurs en soi parce que, c'était devenu trop compliqué. Donc effectivement, toutes les questions d'avoir des infirmiers et infirmières qui puissent, répondre à nos questions ou faire un début de réponse, psychologique si jamais il y a besoin, que ça soit des assistantes sociales à disposition, si on en a besoin ou des psychologues de l'éducation nationale, même si les psychologues de l'éducation nationale, on aimerait autant qu'ils soient formés sur le côté psy, et le fait qu'ils puissent continuer à assurer leur rôle qu'ils avaient en tant que conseiller d'orientation psychologue, Mhm. qui est aussi tout simplement le rôle d'orientation et où, à l'heure actuelle, on a des gros soucis globalement d'orientation aussi, dans nos Mhm. établissements scolaires et que leur rôle est, à mon sens, toujours pas clair, de savoir est-ce qu'ils font toujours de l'orientation? Est-ce qu'ils sont réellement seulement psychologues? Et globalement, il devrait y avoir les 2 au sein des établissements.
Mais aussi, effectivement, le confinement et le retour à l'école posent une réelle question. Quand Jean-Michel Blanquer annonce que les groupes classes à la sortie du confinement seront de 15 élèves et qu'il pense Mmh. pouvoir faire cours avec seulement 15 élèves par classe, et que pourtant Jean-Michel Blanquer commence à dire que la crise du coronavirus n'est pas finie et qu'il y a moyen que l'année scolaire prochaine soit aussi impactée, Mmh. notamment la rentrée où ils ont conscience quand même que le virus ne va pas partir de sitôt et que ça risque Mmh. de durer un petit moment. Et je ne vois pas comment on peut assurer une année scolaire entière à 15 élèves par classe. Donc des vraies questions en termes d'effectifs par classe, où à l'heure actuelle, on arrive à monter jusqu'à 35 ou 40 élèves par classe, et que globalement, même en faisant des demi-groupes de 40, ça fait toujours pas 15. Mmh mh, mmh. Heu et que pourtant on n'aura pas plus de professeurs. Donc ça veut dire que si on est plus de 15 par classe, ça veut dire qu'on a 2 fois moins de cours techniquement aussi, Mmh. vu que ça va pas on va pas multiplier par 2 les emplois du temps des professeurs. Mais enfin, donc toutes ces questions de moyens humains, en termes de nombre de professeurs, en termes d'effectifs de classe, où on a de moins en moins de enfin de moyens alloués dans les DAG et donc les classes se ferment, les effectifs montent, les cours en demi-groupe ou les cours de soutien diminuent aussi, parce que c'est quand même les premiers qu'on a tendance à supprimer quand on perd des sous. Donc effectivement, toutes ces questions-là, qui sont des questions qui se posent pour le retour à l'école et de comment ça va être possible de faire cours en effectif plus réduit ou autre, mais qui globalement doivent se poser aussi le reste du temps, ne serait-ce que pour des questions pédagogiques et pour que chaque élève puisse être accompagné correctement parce que c'est pas vrai qu'on a tous les mêmes chances de réussir quand on est 40 par classe dans un cours de maths en terminale S ou en tout cas, dans ce Mmh. genre de filière. Enfin, il y a vraiment, des enjeux pédagogiques et des enjeux en termes d'égalité, et de, on va dire en termes plutôt de résolution des inégalités, à ce qu'il y ait des effectifs plus réduits et donc des moyens qui soient donnés dans l'éducation. Mmh mh. Même si évidemment, il y a toutes les questions sanitaires et autres qui restent, en parallèle. Merci beaucoup pour ce travail. Bravo pour cette enquête que vous avez fait aussi en ligne qui vous donne, voilà, qui donne une vision un peu plus, objectivée et puis plus ample. Voilà, merci Ouais. beaucoup. Voilà. Bah, merci beaucoup de m'avoir invitée et juste par rapport à l'enquête, on est censé clôturer les réponses en fin de semaine et normalement on communiquera, sur nos réseaux sociaux, autour des résultats qu'on a pu obtenir et je vais tenter aussi de le faire passer sur le bureau de Jean-Michel Blanquer, mais je ne je ne promets rien. Mais en tout cas, on essaiera de communiquer autour de ces questions-là et si vous voulez, je pourrais aussi vous joindre par mail, les résultats qu'on a pu obtenir ou quoi. Volontiers, hein, vraiment volontiers. Et nous aussi, on essaye de parler à Jean-Michel Blanquer.